contact. D'abord, ce que je dois mentionner est que pour les populations directement, aujourd'hui, les villages autour du lac, pratiquement, on a 267 villages qui n'ont pas d'eau. Et dans le terme village, on intègre les amont. Il faut que ces populations puissent avoir de l'eau potable. Les travaux ont démarré avec la première phase en 2013 et la 2014 autant pour moi, et la deuxième phase en 2015. Ces deux phases vont nous permettre d'avoir au moins 167 villages alimentés en eau. Plus le reste maintenant étant inscrit sur la troisième phase. Sur les travaux d'AEP, proprement dit, 51% des deux phases sont déjà réalisées. C'est pour permettre à l'ensemble des villages qui sont autour de lac d'avoir de l'eau potable. Avec la réalisation aussi du barrage de Tchama, l'eau s'est adoucie au niveau du lac, ce qui fait qu'il y a un développement des végétaux aquatiques. Ce développement des végétaux aquatiques, actuellement, nous sommes à 39% par rapport à la surface du lac. Il fallait que les populations puissent avoir accès au lac. C'est pour cela qu'on a ouvert ce qu'on appelle les points d'accès. Sur 17 points d'accès initialement prévus, on en a réalisé 37. Ça veut dire que donc, pratiquement tous les villages autour du lac ont accès au plan d'eau. Maintenant, par rapport à l'irrigation proprement dit, nous, notre fonction, l'Office du lac de Guiers n'a pas fonction de faire de l'irrigation. Mais on a comme fonction de gérer la ressource en eau. C'est pourquoi on a opté la stratégie d'optimisation des ressources en eau. On fait passer l'eau disponible dans le lac de 1,2 milliard à 2,1 milliards, c'est-à-dire donc du simple au double. Ce qui permettra d'avoir suffisamment d'eau dans le lac pour pouvoir satisfaire les besoins des différents usagers. Dans ce cas, en plus de ce qui se fait actuellement, nous aurons 30 000 hectares supplémentaires qui peuvent être mis en eau. Par rapport aux chenaux proprement dit, nous, ce qu'on peut faire, c'est optimiser la disponibilité, augmenter la hauteur, ce qu'on appelle la hauteur de l'eau, le niveau de l'eau, ce qui permet d'avoir suffisamment, de dominer suffisamment de chenaux. Par contre, il appartient aussi aux populations qui font de l'irrigation, d'entretenir leurs chenaux, notamment donc les végétaux aquatiques qu'il y a dans leurs chenaux pour faciliter l'écoulement. Et nous voulons donc sortir 12 abreuvoirs et pouvoir renouveler l'eau. Parce que quand l'eau stagne pendant longtemps, ça facilite le développement de cette maladie. Mais quand on aura sorti 12 abreuvoirs, non seulement les animaux auront accès à l'eau, mais ça va permettre aussi de renouveler l'eau et d'éviter un peu, de contribuer un peu à la santé animale. Deux villages autour de la réserve d'Indiaël vont bénéficier d'accompagnement, notamment un renforcement de capacité. Ce renforcement va les permettre de pouvoir avoir des retombées du tourisme. Parce que si on aménage l'Indiaël à l'image du Djoudj, il faut aussi accompagner les populations, les former en écotourisme, les former, réaliser un campement touristique, les faciliter la gestion de ce campement et ensuite faire avec eux le suivi aviphonique pour savoir quelle espèce d'oiseaux viennent dans l'Indiaël et quel est le nombre, faire le dénombrement de ces espèces pour pouvoir quand même redonner au Ndiaël son liste d'antan. Oui, bon, avant même de parler de cette étape, je crois qu'il serait important de préciser dans quel contexte le FEM a été sollicité. Le FEM, c'est le Fonds pour l'environnement mondial et il a été sollicité par l'État du Sénégal en collaboration avec la Banque africaine de développement pour financer un aspect spécifique de ce programme-là en rapport avec l'environnement mondial. Donc le FEM ne met de financement que sur des activités très spécifiques. Et dans le cas d'espèces, ce financement concerne la remise de la restauration de fonctions écologiques de la réserve spéciale d'avifaune du Ndiaël. Donc le champ d'intervention, le financement du FEM
concerne uniquement la réserve spéciale d'avifaune du Ndiayène. Et à cette étape-là, nous sommes en train maintenant de développer le document détaillé du sous-programme. Et l'idée, un des temps forts, un des points importants dans ce processus, c'est la participation. Nous avons déjà au fil des 3 semaines pu rencontrer les différents dépositaires d'enjeux, y compris les populations. On a visité la Grande Mare, on a visité les structures déconcentrées de l'État et on a formulé, disons, des grandes orientations, des idées. Et cet atelier, justement, a pour objet de faire valider ces orientations, faire valider ces idées que nous avons retenues comme pouvant être les activités du sous-programme détaillé. Quelles sont les recommandations? Et l'atelier qu'il faudra le dire, parce que justement, nous ne sommes pas là pour ça, disons, en tant qu'experts, pour faire directement ces recommandations. C'est justement nous présentons actuellement les acquis, disons les findings, comme disent les anglo-saxons, disons les trouvailles et autres. Et maintenant, à partir de ça, ce sont les parties prenantes qui sont présentes dans cette salle qui vont retenir ou infirmer des orientations qui ne leur semblent pas être assez pertinentes pour la mise en œuvre. C'est vraiment une étape importante du processus auquel le FEM vraiment attache une grande importance. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu à faire cet atelier. Donc, Contact.